Merci beaucoup, Fabien, pour l'introduction, et puis merci pour l'invitation, surtout. Je pense que Laurent, je peux te laisser, commencer si tu veux, comme on avait dit, et puis sinon, je prends la main. Alors bonjour à toutes et à tous et grand merci pour l'invitation que m'a faite Éléonore il y a quelques mois. Voilà, donc le sujet est totalement d'actualité avec notamment la proposition de loi qui est en cours, enfin, qui va arriver au Parlement. Mais aussi, c'est un sujet qui arrive après un certain nombre d'évolutions du contexte, on va dire, des entreprises, hein, pour faire large, et donc aussi qui impacte le syndicalisme. Parce que si je reprends la définition qu'on va trouver dans le Code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leur statut. Voilà, donc on serait sur la question des droits uniquement, matériels et moraux. On va voir que le champ d'intervention ou d'action ou de préoccupation des syndicats dans les entreprises c'est largement étoffé au fil du siècle, hein, puisqu'on est sur des textes quand même du Code du travail, et qu'un certain nombre de lois récentes ont consolidé finalement la prise en compte des questions environnementales dans la sphère de préoccupation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. On pourra parler de la loi Pacte, de la loi sur les mobilités, de la loi Sapin 2, etc. Toutes ces lois qui ont abordé les questions d'environnement du point de vue de l'entreprise. Donc, je propose que dans un premier temps, Erwan nous présente sa vision et la vision qu'il a aujourd'hui des leviers d'action des syndicats face aux questions posées par la transition écologique. C'est vrai que pour un syndicat, même pour un très grand syndicat, on va dire à l'échelle française, hein, qu'est la CFDT, puisqu'il y a à peu près 600 000 adhérents, les questions écologiques ne sont pas forcément encore, et j'y viendrai tout à l'heure, l'alpha et l'oméga de l'intervention. On est sur une très très grosse structure, et vous en connaissez sûrement beaucoup d'autres qui, lorsqu'elles sont face à des grosses évolutions, eh bien, c'est comme les paquebots, quoi. Ça bouge pas. C'est pas parce que la trajectoire n'a pas encore visiblement beaucoup évolué que dans la machine, il n'y a pas des acteurs qui se sont déjà positionnés de façon assez forte sur ces enjeux-là. Donc on verra tout à l'heure par quelques illustrations comment ça peut se mettre en place et comment une structure comme la CFDT aborde ces choses-là. Voilà pour une première intervention. Et je pourrais aussi, si vous le souhaitez, vous parler après plus de mon parcours personnel, hein, mais là, l'idée est plutôt de donner quelques éléments de repère, hein, sur le fait que les syndicats ont leur mot à dire aujourd'hui sur les questions de la marche environnementale des entreprises au sens large. C'est un peu comme chez nous, alors. Oui. Erwan, peut-être ton point de vue maintenant? Alors oui, carrément. Moi, en fait, j'ai un regard qui est complètement différent, mais finalement qui converge. C'est que je viens pas du tout du milieu syndical. Je suis diplômé, donc comme le disait Fabien en introduction tout à l'heure, de Centrale Paris en 2014, suite à quoi j'ai fait une thèse. Et en fait, l'engagement syndical et l'outil syndical est venu plutôt comme une évidence a posteriori, comme étant quasiment le meilleur outil, en tout cas un outil très puissant pour engager la transition écologique dans des entreprises. Ce que je proposais, c'est de faire un petit peu le déroulé de ce qui a amené à ce constat-là, et qui, je pense, sera une bonne source de dialogue. Et je vous ai préparé une petite présentation là-dessus, donc je peux passer si ça vous va. Hop. Et si je retrouve comment faire. Alors, c'est parti.
donc 2 minutes. Tu l'as fait il y a 2 minutes. Exactement, c'est parti. Donc voilà. Donc je vous présente Printemps écologique. Printemps écologique, c'est un syndicat qui a été créé et conçu vraiment pour accélérer la transition écologique dans les entreprises. Je vais passer un peu brièvement sur la présentation puisque Fabien l'a fait pour nous tout à l'heure. Mais donc moi, aujourd'hui, je suis ingénieur de recherche à Centrale Supélec. Je travaille sur des technologies en particulier production d'hydrogène, avec la volonté de l'appliquer et derrière d'avoir de l'impact et de le transformer, et ce qui pourra devenir un projet qui s'appelle Spark. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat, c'est que réussir une transition écologique et énergétique, ce n'est pas simplement amener des nouvelles technologies, c'est aussi transformer l'ensemble des organisations, des entreprises qui sont derrière, et donc mobiliser des dizaines, des centaines de milliers de salariés. Et de ça est venu, donc, a émergé ce projet qui est Printemps écologique et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Le constat de base, c'est que les Français veulent aujourd'hui engager leurs entreprises au niveau environnemental. J'ai quelques chiffres un petit peu sélectionnés. 87% des Français qui considèrent qu'une entreprise devrait impliquer ses collaborateurs dans les actions sociétales environnementales. 75% qui considèrent que l'engagement des entreprises est insuffisant. 70% des salariés qui veulent s'engager, mais qui n'y parviennent pas. Et en fait, partant de ce constat-là, il y a cette volonté de transformer les entreprises elles-mêmes. Et transformer les entreprises, comment on le fait? En fait, il y a plusieurs approches qu'on a pu voir et qu'on a fait en particulier ici dans les milieux étudiants à Centrale Supélec. Le premier, c'est la pression externe médiatique sur ces entreprises. Je pense par exemple à des initiatives comme le manifeste étudiant qui vont interpeller les entreprises sur leur modèle. La limite de cette approche, c'est qu'on est dans de la temporalité très médiatique et que on vit à une ère de communication et d'image, et c'est facile pour une entreprise de simplement faire du greenwashing et de transformer un petit peu son image sans transformer concrètement quoi que ce soit. Deuxième limite, c'est que cette pression, elle est aussi exercée de l'externe, par des externes à l'entreprise, et qui n'ont pas forcément connaissance des réalités de l'intérieur de l'entreprise et de ce qui est réellement possible de transformer. Donc ça, c'est une autre limitation. Par la loi, c'est évidemment un des objets, je pense à la loi climat, et on aura l'occasion d'en reparler là-dessus. Mais ça c'est aussi limité par des aspects de lobbying, et c'est difficilement accessible quand on est aussi des jeunes en début de carrière. Donc typiquement, ce n'est pas forcément cette voie-là qu'on a pris. Le dernier point, c'est celui de la RSE. La RSE, donc la responsabilité sociale environnementale des entreprises, c'est énormément de gens motivés et volontaires dans des entreprises qui vont vouloir y participer à une transition, mais qui sont souvent limités par deux aspects. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de cadre contraignant qui vient avec la RSE, et de fait, les actions derrière vont être souvent plutôt de l'ordre du symbolique autour et difficilement toucher à la stratégie d'entreprise. L'autre limite de cette approche-là, de la RSE, c'est qu'on en a fait un département qui est complètement séparé du reste. En fait, on traite l'externalité, on traite le problème écologique ou climatique comme une externalité en plus qu'on va traiter dans ce département. Et c'est alors que les enjeux se jouent au niveau de la production, au niveau des conceptions, au niveau des achats de l'entreprise. Et donc, c'est pas en créant un département séparé qu'on va réellement changer les choses. Je pourrais faire une digression, la même chose au niveau des ministères. Tant qu'on aura un ministère de la transition écologique qui est séparé de celui de l'éducation, qui est séparé de celui de l'agriculture, qui est séparé de celui du travail, on ne peut pas aborder un problème dans sa globalité. Donc, nous, la réponse, et à ce moment-là, on ne parle vraiment pas du tout de syndicats, c'est qu'il faut, si on veut transformer les entreprises, c'est par nous, les salariés. Et pourquoi les salariés? Parce que les salariés, d'une part, ils sont à l'intérieur de l'entreprise, donc ils la connaissent, ils savent comment la transformer. Et puis aussi, ils sont impliqués.
C'est-à-dire que ils ont un salarié aujourd'hui, il a tout intérêt en fait à faire en sorte que son entreprise soit pérenne, prenne le virage écologique et ne se retrouve pas dans le mur dans 30 ou 40 ans. Donc c'est donné à l'écrit par rapport à des gens qui seraient plus extérieurs et pourraient taper du doigt sans conséquence sur une entreprise sans réellement en comprendre toute la portée. Donc de ça naît une première initiative, et là on est fin 2018, qui a pour vocation de créer des communautés d'entreprises. Ça s'appelle Pro4Climate, c'est salariés pour le climat, qui rassemble quelques centaines de personnes, mais qui aussi se heurte très très vite à simplement en fait, à mettre en place des actions uniquement de l'ordre du symbolique. Et on va parler d'espaces partagés, de tri à la cantine, de tri des déchets, éventuellement de mobilité professionnelle qui commence déjà à avoir un peu d'impact, mais globalement de l'ordre du symbolique. Et en fait, on est confronté à ce moment-là à un besoin d'aller plus loin, en fait, d'avoir plus de structures que juste des communautés d'entreprises comme il en existe. Et pour ça, on a besoin d'une structure qui, d'une part, soit informée sur les décisions stratégiques de l'entreprise pour pouvoir toucher au cœur des métiers. Deuxièmement, qui soit en capacité de mobiliser. Troisièmement, et ça c'est très important si on veut faire une transition, qui soit aussi présente au niveau inter-entreprise. Typiquement, c'est bien de faire une communauté chez Airbus, mais en fait c'est au niveau du transport que vont se jouer les enjeux de transition en général. Et puis une structure qui soit capable de négocier et de signer des accords contraignants sur l'entreprise ou le secteur. Et en fait, là, ces 4 points que je viens de vous exposer, c'est exactement ce que peut faire un syndicat. Et je voulais juste citer un petit truc que l'instant vient de citer juste avant, qui est l'extrait du Code du travail qui explique ce que c'est un syndicat. Un syndicat, en fait, c'est une association, mais qui est, au lieu d'être une association loi 1901 comme on connaît, c'est une association qui est gérée par le Code du travail, donc loi 1884, et dont l'objet, c'est l'étude et la défense. Je répète à nouveau ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. L'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées dans leur statut. Et là-dessus, en fait, est toute la subtilité et l'intérêt d'une initiative comme un syndicat pour une transition écologique, c'est qu'on va intégrer, on va vouloir intégrer dans l'objet du syndicat un cadre qui dépasse juste celui des salariés, qui en fait inclut l'intérêt général. D'ailleurs, c'est toute la dynamique du travail et de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qu'on est en train de transformer. Je vais juste faire un petit point sur cette capacité à signer des accords collectifs, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été transformées dans les années passées, en particulier au niveau du privé, puisqu'on a parlé des CSE. Mais c'est important d'avoir ces idées-là en tête, parce que, en tout cas à titre personnel, c'est des choses que j'ai pu découvrir dans les années passées. Le premier point, c'est que pour signer des accords, en fait, ça se joue à 3 niveaux. Dans l'entreprise, dans un secteur d'activité et au niveau national. Et qu'un accord d'entreprise aujourd'hui peut être signé par un syndicat, mais dans certains cas, il n'y a même pas besoin d'un syndicat pour faire ça. Ça peut être juste des CSE. Donc le CSE, c'est cette nouvelle structure de représentation des salariés qui rassemble les structures existantes avant 2019. Ces accords d'entreprise-là sont donc négociés par des syndicats quand ils sont là, ou avec la gouvernance de l'entreprise sur l'accord d'entreprise. Et ça, donc ça peut être traité par un simple CSE. Mais par contre, dès qu'on arrive à un niveau supplémentaire qui est celui de la négociation sur une branche, donc, cette fois qui va s'appliquer à l'ensemble du secteur d'activité de toutes les entreprises du secteur, donc du transport, de l'agriculture, cette fois-ci, il faut être un syndicat. Je peux vous relire le truc précédent, c'est vraiment, il faut être un syndicat pour pouvoir négocier et avoir ces accords. Donc c'est très important pour agir au niveau entreprise, sur les entreprises, d'être un syndicat, ce que pourra jamais faire une association, un externe de la société civile ou un parti.
Même chose pour les négociations au niveau national. Donc, partant de ce constat-là, eh ben, l'idée est née qu'il fallait créer un syndicat si on voulait aller plus loin que ces simples comités d'entreprise. Et très rapidement, ce qui s'est passé en fait, c'est que donc, au fin 2018, c'était ce premier mouvement de salariés pour le climat dont je vous ai parlé. Pendant un an, en 2019, on a fait un premier test avec un premier syndicat qui s'appelait Impact, comme d'ailleurs l'association ici, mais c'est un hasard complet, l'association des étudiants à Centrale-Supélec, qui a donc permis à nous de créer ce premier exemple de syndicat, puis de lancer ce qui est l'initiative qui s'appelle Printemps écologique, donc du coup dont je vous parle aujourd'hui, en janvier 2020. On a créé des premiers syndicats en tant que tels en mai, donc deux en particulier, un sur le secteur conseil études et un autre sur le secteur sidérurgie et métallurgie. Puis on a eu des premiers élus par un concours de circonstances, mais vraiment sur des listes printemps écologique au deuxième tour d'élection dès septembre. Et puis aujourd'hui, en début 2021, bon, en fait, on a 8 et même 10 maintenant syndicats créés et on se destine vers notre première assemblée fédérale qui va rassembler l'ensemble de ces syndicats-là. Ces syndicats, et je vous les mets ici, pourquoi c'est important pour nous de les créer, c'est qu'on va représenter, donc on va aller chercher vraiment au niveau de chaque branche, secteur d'activité, pour pouvoir agir sur toutes les entreprises de ce secteur-là. Et donc aujourd'hui, typiquement, c'est donc métallurgie et sidérurgie, c'est deux syndicats qu'on a, enfin c'est un syndicat qu'on a créé avec le service conseil et études. Et puis on a fait à peu près tous les autres, dont celui qui, par exemple, concerne Centrale-Supélec côté plus personnel, et donc moi je suis à titre individuel, qui est de fonction publique d'État. Voilà un peu pour ce qu'est devenu Printemps écologique aujourd'hui. Nos grands, c'est un projet qui se développe avec 250 adhérents, ce qui est encore loin de 10 000, mais en un an qui est pas mal, répartis dans 63 entreprises. Ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, souvent, des gens qui veulent agir sont finalement, ça fait très peu d'adhérents par entreprise. En fait, c'est des gens qui souvent se retrouvent plutôt isolés ou et ont besoin d'un autre outil et qui, du coup, découvrent ou s'adressent à un syndicat. 10 entreprises à côté, ce n'est pas des entreprises, c'est plutôt des groupes locaux. Donc, c'est où est-ce qu'on est géographiquement, tout ça étant pré-Covid, effectivement. Et aujourd'hui, 18 élus, donc, dont 2 réellement sur liste et d'autres qui ont rejoint le Printemps écologique. Le dernier point, et qui est un petit peu peut-être spécifique à Printemps écologique par rapport à d'autres initiatives, et on pourra en parler aussi après, c'est celui de cette notion de partenaire, c'est-à-dire que on n'a pas vocation à apporter, à dire en fait, enfin réinventer tout ce qui doit être fait pour une transition énergétique ou écologique. Il y a plein de choses qui existent, mais qui souvent sont portées uniquement par la société civile, dans des ONG, dans des assos, dans des think tanks, dans des centres d'études. Par contre, on fait des partenariats avec eux pour amener ces outils-là. Et ça, je pense que c'est un petit peu similaire. On pourra aussi en discuter avec aux initiatives Pacte du pouvoir de vivre ou Plus jamais ça, côté CGT par exemple. Donc l'idée, c'est de ramener dans l'entreprise c'est toutes ces actions qui sont faites à l'extérieur. Je conclurai rapidement sur ce qui, pour nous, est notre plus gros défi aujourd'hui. Et moi, ce qui, à titre personnel, m'implique le plus dans ce projet-là, c'est que quand on parle transition écologique, quand on parle transition énergétique, on parle d'enjeux qui sont planétaires, qui sont énormes, globaux, qui sont à très long terme. Et à ça, il y a vraiment deux réponses possibles. Il y a une réponse qui est complètement individuelle et qui finalement est souvent poussée. On va dire, il faut que vous fassiez le tri, il faut que vous achetiez un autre téléphone, que le consommateur soit responsable et des choses comme ça, mais qui en fait nous mettent en vis-à-vis
de la petitesse de ces actions-là, d'un sentiment d'impuissance, voire une culpabilisation individuelle, ou alors un abattement parce que on va être mis en concurrence entre différentes solutions d'un côté. Si si je suis le premier à bouger ou si je suis la première entreprise à bouger, finalement les autres, mes voisins, ne bougeront pas et je serai pénalisé et pas eux, et on rentre dans un syndrome de prisonnier où finalement rien ne se passe. Donc, pour répondre à des enjeux qui sont globaux, qui sont de long terme et qui sont massifs, la réponse, elle doit être nécessairement collective. Et ça, c'est vraiment à tous les plans. C'est-à-dire, en tant qu'individu, c'est être dans un collectif, c'est dans une association. En tant que citoyen, c'est être dans un parti. Mais dans mon entreprise, où se joue le cœur de toute la production et de l'activité productive, en fait, faire collectif, répondre de manière collective, ambitieuse à des enjeux et engager l'entreprise, ça veut dire rejoindre un syndicat pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Voilà un petit peu un aperçu de printemps écologique qui, je pense, vous éclaire un peu sur la question. Et je coupe cette présentation. Merci beaucoup, Erwan, pour ton intervention. Juste par rapport à... on a entendu parler de personnes qui refusaient de travailler parce qu'ils pensaient que ce que faisait l'entreprise mettait en danger l'environnement. Et notamment au Canada, il y avait un cadre juridique pour pouvoir se mettre en congé pour éviter, se mettre en arrêt de travail pour l'intérêt collectif. Et je voudrais savoir comment on fait pour faire ça sans saborder l'emploi local. Erwan. Alors, merci. C'est un point qui est un peu une belle inspiration. En fait, ce que tu mentionnes, c'est le droit de refus au Canada. Donc, le droit de refus, le droit de retrait, au fond des pays, c'est en général la possibilité pour un salarié de refuser d'accomplir une tâche qui mettrait en danger sa santé propre dans le cadre de son travail, et il est protégé pour cela. Et l'idée de l'extension de ce droit de refus au Canada, c'est de refuser d'accomplir une tâche qui mettrait en danger non pas seulement sa santé, mais en général l'environnement. Donc en fait, il y a un précédent qui date de 2010, qui est l'Union des opérateurs ingénieurs en 2010, qui est au Canada, du coup, Québec, je crois, où des salariés ont refusé d'accomplir une tâche qui enfreignait la législation provinciale en matière d'environnement. Ça, c'est complètement nouveau et c'est à la fois très révélateur de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a des entreprises on est en train d'intégrer des enjeux globaux d'intérêt général dans le cadre des entreprises. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut faire quand on estime qu'un syndicat aujourd'hui ne doit pas juste simplement défendre les intérêts de ses membres salariés, mais de l'environnement autour de lui. Voilà. Donc ça, c'est pour ce précédent. En France, on n'a pas vraiment, et c'est une stratégie en fait à mettre en place. Pour la deuxième partie de ce que tu disais, et comment est-ce que ça peut être souvent perçu comme contre l'emploi local, ça en fait, on est au cœur de quelque chose qu'on entend systématiquement, c'est qu'on serait en train d'opposer environnement et emploi, alors qu'en fait, pas du tout. On sait très bien qu'une transition énergétique et écologique, elle va vers plus d'emplois pour une raison qui est toute simple, et moi je viens de l'énergie, c'est que les énergies
pour vraiment prendre juste le prisme énergétique, mais les énergies qu'on veut quitter, qui sont des énergies fossiles, énergies très denses, c'est des énergies qui ont du coup besoin de très peu de travail à côté, alors que la transition qu'on veut vers un sortie du fossile, c'est aussi une transition qui du coup va compenser par plus de travail. Et on le sait, donc il n'y a pas d'opposition, c'est même tout l'inverse. L'idée, c'est plus que les emplois verts vont créer des emplois. Donc là-dessus, il y a vraiment pas d'opposition à avoir. Alors, je peux peut-être compléter sur ce point. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des cultures scientifiques ou des cultures ingénieurs, mais aux États-Unis comme au Canada, les ingénieurs sont beaucoup plus formés, ont plus conscience de leur rôle en matière de sanitaire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a sur les questions environnementales également, un peu comme on forme les médecins à ne pas nuire, quoi. Voilà. Les ingénieurs sont formés dans cette culture-là, avec les particularités au Canada qu'il y a une multiplicité d'ordres d'ingénieurs. Et donc, il y a une sorte d'obligation morale, parce qu'on est à l'ordre des ingénieurs, d'apporter une contribution positive sur ces questions-là. Ce n'est pas une critique de la formation à la française, mais on n'a pas été posé sur ces mêmes bases. Et la société ne nous attendait pas forcément là-dessus. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième, c'est le fait qu'en France, petit à petit, l'environnement, on va dire, légal du travail ou de la vie en société a intégré petit à petit ces éléments-là. Je pourrais revenir tout à l'heure sur… Donc, je vais peut-être les présenter rapidement et peut-être pour que vous m'identifiez un tout petit peu mieux, je vais juste donner 2-3 éléments de mon itinéraire rapidement. J'ai une formation d'ingénieur généraliste avec une fin de parcours dans le domaine des transports, voilà, dans une école où j'ai été diplômé il y a 40 ans. Depuis, l'école a intégré le groupe des écoles centrales et elle est basée près de Lille. Voilà. Donc, je suis diplômé de l'Institut qui s'appelait l'Institut industriel du Nord. Et j'ai souhaité travailler dans le secteur du transport public. Je pourrais, si ça vous intéresse, mais pas forcément aujourd'hui, raconter pourquoi je me suis syndiqué. C'était plutôt par rapport à des questions d'organisation du travail, mais de finalité de mon activité et du rattachement. Soit j'étais dans un pôle d'études et soit on était rattaché, on va dire, à l'activité marketing, donc avec une vision à très court terme, soit sur les études à long terme de développement des transports en Île-de-France. Voilà. Donc, il fallait agir à ce moment-là pour qu'on soit rattaché au bon secteur si on voulait que notre capacité de réflexion soit utilisée au mieux. Ça remonte en 93. J'ai eu la chance à un moment donné de prendre des responsabilités syndicales au niveau un peu plus national. Et un des premiers sujets sur lequel, puisque je venais de la RATP, c'était au début des années 2000, on commençait à parler des plans de développement urbain et plans de déplacement d'entreprise. Mais des démarches assez volontaires. Je me suis dit, bon, je viens de la RATP, je peux apporter quelque chose au mouvement syndical dans lequel j'étais. J'organise une réunion. Alors, ça a intéressé pas mal de militants syndicaux, mais la particularité, c'est qu'ils étaient tous aussi élus municipaux. Ils disaient, finalement, sur les questions de transport, dans le monde politique, on n'a pas de formation. Et au moins, ici, dans le monde syndical, on a un peu de formation pour réfléchir à ces questions-là. Mais bon, les plans de déplacement d'entreprise sont pas vraiment développés. On est au début des années 2000. Hein, voilà. Sur les questions environnementales, en fait, longtemps, on a englobé ça sans forcément avoir une action très spécifique sur l'approche de la responsabilité des cadres. Et on a développé en 2005 une initiative avec d'autres syndicats, avec des associations, avec des ONG comme Ingénieurs sans frontières. On a pu développer une plateforme de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociale des cadres. Et autour, effectivement, de sa capacité et des droits à intervenir sur son activité. De là, d'ailleurs, on peut dire que le mouvement, tout ce qui a pu avancer sur les lanceurs d'alerte, c'est un peu né de ces engagements-là au début des années 2000, mais qui n'est pas directement orienté uniquement sur la question d'alerte environnementale.
Hein, on était plus à l'époque, je pense, sur les problématiques de corruption, par exemple, mais aussi des problématiques liées à des problèmes technologiques ou les problèmes de la fusée, enfin, les choses comme ça, enfin, les problèmes qu'on a pu retrouver après chez Volkswagen. Enfin, c'est quels sont les leviers pour pouvoir intervenir sans avoir à quitter l'entreprise. C'est-à-dire que dans le temps, c'était voice, on prend la parole, ou bien on sort ou out, quoi. Est-ce qu'il y a possibilité de faire en sorte que, et après l'affaire Enron, se mettent en place des dispositifs obligés d'alerte professionnelle dans les entreprises qui pouvaient s'apparenter plus à la délation, où je pouvais faire des alertes anonymes, plus qu'à des processus vertueux qui vont faire en sorte que l'entreprise elle-même se transforme. Voilà, et donc, et puis mon parcours syndical m'a un jour amené à faire partie de la commission des titres d'ingénieur. Et donc, ça a été, c'était pas mon milieu d'origine, hein, je suis pas académique, donc quand on arrive dans le monde académique, il y a toujours un petit temps on a un regard un peu ahuri sur la façon dont ça se passe par rapport au monde de l'entreprise, mais c'est avec des yeux toujours intéressés. Et aussi se dire, finalement, ce type de commission, qui a l'âge de ma mère, hein, donc ça veut dire, puisqu'elle est née en 1934, comment elle peut influer sur la marche des choses, et avec ses modalités de fonctionnement, comment elle peut regarder si ce qu'elle promeut a de l'effet. Et là aussi, on est un peu sur un paquebot, c'est-à-dire que la CTI vient tous les 5 ans regarder ce que font les écoles. Et donc, en gros, on peut dire qu'il y a des vraies évolutions, on peut les constater sur une période de 10 ans. Quoi. Hein, voilà, Alors, pour revenir peut-être sur finalement l'environnement de l'entreprise, il y a eu récemment la fameuse loi Pacte, hein, qui, dans le Code civil, a dit que finalement, c'est assez nouveau, la société, donc l'entreprise, est gérée dans son intérêt social, donc celui de la société, donc les actionnaires peut-être, les propriétaires, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça, c'est l'article 1833 du Code civil. Voilà, donc je vais d'ailleurs changer le digicode de mes bureaux avec le code 1833 pour que chacun imprime que c'est peut-être plus important que les fameux raisons d'être et entreprises à mission. Hein, même si c'est des mouvements intéressants, mais l'article 1833 il concerne toutes les entreprises. Donc, elles doivent être gérées en prenant en considération les enjeux à la fois sociaux et environnementaux. Donc, pour prendre en compte les enjeux sociaux, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Hein. On savait le faire sur les enjeux sociétaux. Il faut que l'acteur syndical puisse aussi se questionner sur les enjeux environnementaux. Et puis, par exemple, sur le code de l'environnement, une des dernières lois en 2016 a rappelé qu'il est de devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Donc, j'aime bien revenir chaque fois que c'est possible aux principes. Hein, et après, on va regarder comment les principes peuvent s'appliquer. Mais il faut se rappeler qu'il y a des principes. Et tout à l'heure, je parlais des lanceurs d'alerte. Donc, il y a la loi Sapin 2, ou même avant la loi Blandin, hein, qui a dit que le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime de bonne foi, hein, la question est de bonne foi et c'est assez subtil, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. Hein, vous voyez, donc on intègre ces préoccupations de façon forte et on donne un outil, la possibilité pour le travailleur d'alerter immédiatement l'employeur. Hein. Donc, c'est intéressant de regarder cela, que l'on peut rapprocher de droits d'alerte qui sont maintenant entre les mains du comité social et économique, hein, qui est l'instance de représentation et de dialogue au fil de l'eau. Hein. Et puis, bien sûr, on a en toile de fond l'obligation de l'employeur, hein, de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, c'est aussi, il y a à la fois, ce qui est plus ancien, c'est la santé interne. Ce qui est plus nouveau, c'est les impacts environnementaux et les impacts pour la santé publique. Mais tout ça se retrouve
à pouvoir être discutés. C'est une possibilité, ce n'est pas forcément effectif, à l'intérieur des entreprises, par les acteurs qui en sont chargés. Et puis un dernier petit point, c'est qu'on a eu l'occasion l'année dernière, Erwan parlait des négociations nationales, dans une négociation interprofessionnelle nationale autour de qu'est-ce qu'un cadre dans l'entreprise. Voilà, il y a des enjeux statutaires, hein, voilà, mais peu importe. Et on a reconnu que le patronat a aussi accepté qu'on mette dans ce texte, qui a été signé par toutes les confédérations syndicales et patronales, que les fonctions de cadre sont des fonctions qui influent significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et ou environnementaux. C'est-à-dire qu'un cadre qui considère qu'il a un impact sur ces questions-là, il est légitime, encore plus, on va dire, à intervenir sur ces sujets-là. Et on a fait en sorte, mais alors après, là aussi, ça fait partie des droits qui restent à rendre effectifs, que sur ces questions-là, eh bien, les cadres soient interpellés par les directions d'entreprise avant des prises de décision. Alors ça, c'est le canal individuel, hein, ce qu'évoquait Erwan. Sur le canal collectif, aujourd'hui, chaque année, l'employeur doit discuter sur 3 sujets, enfin 3 méta-sujets, avec son CSE, son comité social et économique, hein, qui existe dans toutes les entreprises à partir de 11 salariés. Pour autant qu'il y a eu des candidats qui se présentent, parce qu'on a beaucoup de petites et de moyennes entreprises qui n'ont pas de représentation, de conseil institué parce qu'il n'y a pas de candidats. Donc, c'est un vrai enjeu pour le monde syndical, mais aussi pour les salariés, de mon point de vue. Et donc, il y a 3 consultations qui sont faites chaque année. Une sur la stratégie d'entreprise. Donc là, effectivement, quand on discute stratégie d'entreprise, on peut aborder quelle est votre stratégie pour réduire votre empreinte carbone, par exemple, hein, quelle est votre stratégie pour dialoguer davantage avec votre environnement proche, enfin, des choses comme ça. Une consultation aussi sur la situation économique et financière, hein, c'est un levier sur, on peut poser les questions sur les fonds d'épargne salariale, par exemple, hein, qui est un levier aussi d'investissement et de choix. Et puis, bien sûr aussi, on a une consultation chaque année sur les questions d'emploi et de formation. Et là-dessus, bien sûr, la question de la formation des salariés aux enjeux environnementaux est peut-être posée. Hein, je ne peux pas garantir qu'elle le soit systématiquement. Hein, mais voilà, il y a des leviers qui existent aujourd'hui dans l'entreprise. Ensuite, Erwan parlait de l'enjeu des négociations. Alors là, il y a des droits à négocier, entre guillemets. Chaque année, par exemple, l'employeur, alors il peut décider de ne pas le faire tous les ans. Hein, si le syndicat est d'accord, on va dire on va négocier tous les 3 ans parce que d'un an sur l'autre, il n'y a pas finalement suffisamment de changements pour que ça nécessite qu'on se remette autour de la table. Mais on a un gros paquet de négociations qui s'appelle la négociation annuelle qualité de vie au travail. Et je vais juste vous lister les thèmes qui doivent être débattus dans cette négociation. Et le dernier thème est un thème qui est entre autres, en partie celui d'aujourd'hui. Mais donc, c'est une négociation annuelle qui doit traiter, le grand titre, c'est l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Et donc, on va parler dedans de l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'atteinte de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le troisième, c'est la lutte contre les discriminations de recrutement, d'emploi, etc. Le quatrième sujet, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Le cinquième, c'est les régimes de prévoyance. Le sixième, donc c'est plus intéressant, c'est l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés. Le septième, c'est les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion. Voilà, c'est un peu loin de nous, mais quand même. Et le huitième, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il y a donc une obligation de négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail. Voilà, tout en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux. Donc c'est vertueux, on ne sait pas ce que c'est que la vertu à ce niveau-là, mais voilà. Donc vous voyez, on a
il y a une obligation annuelle de négocier et au fil du temps, ça devient un peu le fourre-tout de tous les sujets. Donc, si on veut que ces négociations portent un peu d'effet, qu'on aboutisse peut-être à faire prendre par l'entreprise des mesures dites vertueuses, après à nous de les qualifier, on a intérêt à planifier ces négociations dans le temps. À la fois, il faut garder une vision un peu systémique des différents enjeux. Quand on parle télétravail, c'est un sujet assez à la mode aujourd'hui, vous savez pourquoi. Bon, il y a des études de structures sérieuses comme l'ADEME qui disent aussi que, je veux dire, c'est pas non plus le télétravail le fin du fin en matière d'émissions carbone, etc. Si je prends simplement que les questions de chauffage, si après je regarde le télétravail sous l'angle de la consommation des data et de l'énergie qu'il faut, on peut aussi se poser des questions. On va revenir sur le télétravail tout à l'heure, si on a le temps. Oui. Juste avant, je me demandais si Odeline, je ne sais pas, avait une question, mais elle a baissé sa main, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou non. Oui, Odelin, c'est moi. Odelin, voilà. Pas de problème. Je l'ai écrit dans le chat du coup. C'est une question pour Erwan par rapport à Printemps écologique. En fait, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur en fait, le profil des adhérents, savoir si c'est des gens qui en fait c'est leur premier engagement syndical ou si c'est des gens qui étaient déjà syndiqués et qui en fait ont quitté leur syndicat pour vous rejoindre, et savoir si vous arrivez déjà même à 250 à avoir une diversité en termes d'âge, catégorie socio-professionnelle ou s'il y avait quand même une certaine uniformité pour l'instant. Oui, je peux y répondre. Printemps écologique, c'est un projet une initiative qui est née pendant un premier confinement, finalement, et qui s'est développé comme ça, et qui, du coup, s'est développé un peu au niveau numérique. Donc ça fait une fracture d'âge aujourd'hui, claire, c'est-à-dire qu'on est un syndicat qui est globalement, où la moyenne d'âge, c'est 25-35 ans, quoi, et qu'on a du mal à combler, et pourtant, c'est très important. Par contre, sur tous les autres aspects, c'est assez positif, c'est qu'on a une vraie diversité géographique, et je le montrais tout à l'heure, très vite en sortie. Et CSP, socio-professionnels aussi, on a vraiment des gens de tout parcours, et c'est un message très positif qui fait que dans des enjeux comme l'écologie et la transition, c'est des enjeux qui rassemblent en fait. Donc ça, c'est vraiment des bons points. Sur est-ce que les gens viennent avec un parcours syndical à 20%. Et à nouveau, je vois ça comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a 80% de gens, des adhérents Printemps écologique aujourd'hui, qui n'ont aucune expérience syndicale préalable et qui du coup découvrent cet outil-là, ce que ça permet. Et quelque part, c'est à la fois le plus gros défi et le plus gros succès de parler, de communiquer sur ce que c'est un syndicat aujourd'hui et pourquoi c'est important de se syndiquer et pourquoi c'est le moyen de réellement transformer les choses en entreprise. Et donc, ça marche qu'il y ait 80% de gens qui viennent et qui s'engagent pour une première fois dans un syndicat. C'est un signal très positif. Je peux illustrer de mon côté comment les choses se passent. Chaque année, à peu près, là, on a regardé les données pour les 2 années passées, il y a à peu près 8000 ingénieurs et cadres qui rejoignent la CFDT pour ce qu'on en sait, parce qu'on a une très grosse base de données, mais toutes les données ne sont pas renseignées. Malheureusement, et donc sur ces 8000, il y en a à peu près 1 millier environ qui ont moins de 35 ans. Voilà donc on adhère à tous les âges. Malheureusement, pour nous, mais ça nous interpelle, sur 10 jeunes, on va dire ingénieurs, pour faire simple, ingénieurs et cadres, qui rejoignent la CFDT avant 35 ans, il y en a 4 qui nous ont quittés au bout d'1 an. C'est-à-dire que, et un peu plus après. C'est-à-dire qu'il y a je pense qu'on a une incapacité, mais il peut y avoir une déception sur la façon dont on donne la parole, on prend en compte les nouveaux arrivants dans ce type de grosse structure.
qui culturellement peuvent avoir encore des réflexes finalement de protection. Les nouveaux, on ne sait jamais, ça peut risquer de bousculer nos habitudes. Hein. Donc c'est toujours encore aujourd'hui un chantier de culture interne, à la fois vis-à-vis des jeunes qui arrivent dans le monde du travail. Oui, on n'est pas sûr qu'ils vont rester. On ne s'intéresse pas beaucoup aux apprentis, parce que pourquoi on va les syndiquer des apprentis? Parce qu'ils vont quitter l'entreprise. Hein. Donc il y a des phénomènes culturels comme ça, le risque d'être remis en cause, le risque aussi de se dire tiens, il veut prendre ma place. Voilà. Donc il y a des phénomènes sociologiques aussi à l'intérieur d'un milieu engagé, comme peut l'être le syndicalisme. Donc c'est un vrai enjeu. Alors il y a des réponses qui sont faites. Par exemple, on a tout un champ fédéral plutôt du secteur de la communication, des technologies de l'information, qui met en place petit à petit un réseau de ce qu'il appelle ces sentinelles vertes. Donc, c'est des militants qui ont envie de s'investir et de travailler en réseau sur les questions liées à l'environnement, quel que soit, ça va du champ de la culture au champ de l'IT, en passant par les médias, la presse, etc. Donc là, on a un travail de fond pour essayer de dire que, d'essayer de faire prendre une certaine greffe, que le greffon des questions environnementales, petit à petit, prenne bien dans le tronc des préoccupations habituelles, quoi. Ça demande de le faire avec finesse, mais avec comment dirais-je, le syndicaliste, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Erwan, mais il est tenace, quoi. C'est-à-dire qu'il lâche pas le morceau. Il n'a pas forcément gain de cause tout de suite. Il ne sait pas forcément quoi faire, mais il est convaincu qu'il faut faire quelque chose. Donc, on n'a pas toujours des succès. On nous dit pour qui vous prenez, etc. Enfin, on nous renvoie ah oui, vous, c'est les droits sociaux, etc. Les droits, mais l'environnement, c'est pas votre sujet. Si, voilà, c'est. Et puis dans le dernier slide que tu montrais sur finalement les enjeux individuels et les enjeux collectifs, on sait aujourd'hui que sur les questions de réduction de l'empreinte carbone, si on faisait toutes les actions à notre portée individuelle, on ne réduirait que de 25% l'empreinte carbone. Donc il y a 3/4 des réponses qui doivent être des réponses collectives, pour autant qu'on fasse tous le travail qu'on peut faire à notre propre niveau, quoi. Donc on a intérêt de toute façon, je pense, à penser aux réponses collectives, à laisser aussi des espaces d'innovation. C'est-à-dire qu'on regarde, on constate aussi que dans un certain nombre d'entreprises, les comités socio-économiques ont commencé à mettre en place des commissions environnement. Alors, au début, elles vont s'intéresser aux gobelets en plastique, etc., et aux touillettes en bambou. Mais très vite, elles n'en restent pas là. Mais il y a une question. Alors, je pense qu'effectivement, un grand nombre de citoyens sont d'accord avec des grands principes, mais à partir du moment où on va poser des questions un peu concrètes sur, bon, alors dans notre catalogue des vacances financées par le comité d'entreprise, on ne finance plus les vols en avion. Tout de suite, c'est une levée de bouclier. Donc, il y a une question aussi tactique, une question pédagogique ou éducative sur ces enjeux-là, qui peuvent être aussi portés par le CSE vis-à-vis des salariés. Justement, par rapport à ce sujet, est-ce que vous pensez, vous parliez tout à l'heure par exemple des réunions annuelles ou tous les 2-3 ans pour pouvoir discuter de la responsabilité RSE d'une entreprise, est-ce que vous pensez qu'on peut, quels sont en fait les leviers pour pouvoir permettre le changement dans une entreprise et le changement en profondeur, c'est-à-dire changer le cœur de stratégie d'une entreprise? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que c'est peine perdue? Voilà, je voudrais savoir un peu ce que vous en pensiez, et Erwan aussi, j'aimerais bien avoir son avis. Ouais, je ferai un tout petit pas de côté avant de répondre. Ça m'avait frappé, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a eu une obligation de négocier sur l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et on devait négocier tous les 3 ans. Et la première fois qu'on a eu à négocier ça, on ne savait pas très bien finalement comment on pouvait obtenir des résultats sur ce sujet-là. On ne savait pas très bien ce que l'on pouvait mettre en place. Donc, les premières fois où on a eu à négocier, on a un peu pataugé. Et au fur et à mesure qu'on avait pris un peu de recul, qu'on avait regardé les premiers effets,
on arrive à mettre en place des accords sur lesquels on identifie bien aussi les résultats qu'on veut obtenir et comment on va les obtenir. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se fixer des objectifs, mais de se dire aussi comment on va les atteindre. Hein, et ça, c'est une question d'acculturation et de prise en compte de ces choses-là. Les entreprises, elles ont, par rapport aux questions de mobilité, aux questions de carbone, aux questions énergétiques, elles ont à rendre compte auprès des pouvoirs publics. Hein, par exemple, toutes les entreprises d'Île-de-France doivent établir un plan de mobilité de leurs salariés. Et si elles n'ont pas pu le négocier, elles doivent avoir leur propre plan qui est mis à disposition de l'opérateur francilien de transport. Je veux dire, cet outil-là, est-ce qu'il est utilisé qui va regarder finalement s'il y a des plans qui sont effectivement mis en place? Donc, c'est totalement nouveau. Donc, il va falloir un certain temps pour que les acteurs s'organisent pour se dire c'est une priorité d'action. Et c'est un des grands sujets là, du point de vue de la petite fenêtre des syndicats, c'est OK pour qu'on s'investisse là-dessus davantage, mais donnez-nous des moyens. Bon, après, on voit que certains, moi j'ai des équipes syndicales dans des entreprises qui ne sont pas les plus, où la question n'est pas la plus évidente, par exemple, qui ont fait RTE, un réseau de transport électrique, qui ont dit, nous, depuis maintenant 5 ans, notre action syndicale, elle est regardée avec le filtre de la RSE et les impacts qu'on peut avoir. Et donc, en ayant à la fois cette ténacité sur les sujets, en allant chercher l'expertise, on peut faire appel à des cabinets d'expertise externes pour l'action syndicale dans l'entreprise, mais aussi en se cultivant en interne, on peut arriver à trouver les interstices sur lesquels on va commencer à peser, de même qu'il y a 20 ans, on a pu peser sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de recette miracle, il y a plutôt regarder quels sont les leviers qui sont les plus pertinents en fonction de notre capacité à agir, et puis se dire, on va se saisir du plan de mobilité pour aborder une première question. Il y a une obligation. Et après, c'est vrai que on le voit, je reviens au tout début de ce que disait Erwan, sur ces sujets-là, c'est relativement facile de mobiliser un journaliste pour avoir un article de presse. C'est-à-dire sur des questions aujourd'hui qui sont très sensibles, donc on s'organise petit à petit pour faire en sorte que dans un certain nombre de champs professionnels, les militants syndicaux puissent facilement avoir accès à la presse pour qu'il y ait des articles sur telle ou telle problématique, et les employeurs n'aiment pas beaucoup de faire la une de la presse sur des enjeux environnementaux ou sociaux qui ne se passent pas bien. Donc c'est aussi un levier que l'acteur syndical va utiliser, je pense, de plus en plus. Il y a effectivement faire des manifestations, mais il y a aussi des leviers qui sont... il y a la sensibilisation interne, mais je pense que sur ces enjeux-là, et puis peut-être un dernier levier, on pourra en reparler, c'est la situation des salariés qui sont aussi actionnaires de leur entreprise. C'est un deuxième paradoxe, on va dire, sur l'articulation. Jouer pour l'environnement, c'est jouer contre l'emploi. Hein, donc il y a une culture comme ça qui a été compliquée, des dilemmes qui sont compliqués à gérer en interne syndical, mais il y a aussi un autre dilemme, c'est qu'est-ce qu'on fait des dividendes d'entreprise et comment on peut peser dessus syndicalement sans apparaître comme étant celui qui veut réduire les dividendes qui sont versés aux salariés qui sont actionnaires. Donc il y a aussi un dilemme économique et social et environnemental sur ce sujet-là. Erwan, que pensez-vous des contraintes législatives imposées aux entreprises? Est-ce que ça les fait vraiment bouger d'être contraintes législativement de rendre compte? Et aussi, est-ce que vous pensez que pensez-vous par exemple, le levier médiatique pour vous est-il fondamental? Alors, je vais répondre à la première. Enfin, je vais répondre de manière plus globale. C'est une question de stratégie. Le levier médiatique, aujourd'hui, il a un impact, effectivement. Laurent l'a redit là, on le voit, mais c'est aussi des coups dans l'eau s'il n'est pas suivi. Parce que le temps médiatique, c'est une semaine, c'est une journée, et un scandale en efface un autre.
et qui sera là demain ensuite pour voir si c'est réellement suivi des faits. Et en fait, qui sera là? C'est les gens dans les entreprises, c'est les salariés dans les entreprises qui sont là. Et c'est pour ça que je pense que un des leviers fondamentaux et l'importance d'avoir un syndicat, c'est que le syndicat dans une entreprise, il va maintenir le temps long. Il va rester là, même si les salariés vont et viennent, partent. Il y a toujours cette structure-là qui va permettre de maintenir le temps long et de pouvoir et d'être informé. Donc on est vraiment sur un enjeu d'information, à la fois pouvoir appeler aux médias, appeler des journalistes, mobiliser, comme disait Laurent, et ça marche très bien quand on est un syndicat, mais aussi avoir accès à l'information via les CSE qui peuvent mandater des experts et qui sont informés, même si c'est que consultatif, de la stratégie de l'entreprise. Mais le rôle du syndicat, c'est justement de ralentir en fait et de voir si ces moments médiatiques sont suivis d'actions et éventuellement de relancer derrière, d'informer l'ensemble des salariés. Il y a, et nous on le voit aussi, il y a des entreprises où on va dénier on va vraiment priver certains des salariés d'informations sur des décisions de l'entreprise à dessein parce qu'on sait que ça ne va pas plaire et qu'une entreprise qui perd des salariés, ce n'est pas la même chose et le même impact qu'une entreprise qui perd des consommateurs qu'elle peut retrouver avec une autre campagne de com après, quoi. Donc réellement, cet enjeu de maintenir l'information et de créer le temps long, c'est une des clés. Et pour ça, il faut être structuré et il faut être un syndicat. Là-dessus, ça, c'est pas un... Donc, à côté de ça, arrive la piste légale et de contraintes que je maîtrise clairement moins et que, en tant que printemps écologique, qui ne sommes pas aujourd'hui en des positions d'actionner cet outil-là, je connais moins. Si je fais un parallèle avec ce qui est en train de se passer sur de la loi climat, par exemple, je vois beaucoup, en fait, plutôt de dilution de l'ensemble des mesures pour finalement, à mon avis, très peu de choses très effectives. Et c'était une de mes questions, peut-être à Laurent, quand tout à l'heure, tu mentionnais l'article 1833 qui modifiait via le Pacte, cette notion d'enjeu de responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose qui était peut-être à la jeunesse de Printemps écologique, mais qui, pour nous, est une voie qui en fait, qui sera pas suivie de conséquences, qui est très peu actionnable ou performative. Au contraire, d'utiliser le droit existant, ce qui est une autre stratégie, d'utiliser le droit existant et de le détourner pour intégrer les nouveaux enjeux. Et en fait, de notre côté, et en tout cas de mon côté, je vois beaucoup moins de potentiel dans ces changements plutôt légaux qui, pour moi, révèlent plus de l'effet d'annonce. Je suis d'accord avec le fait que ce rajout à l'article 1833, il n'a aucun effet immédiat. Hein, mais c'est un principe que l'on peut transformer. C'est-à-dire que ça légitime, une fois de plus, s'il fallait à nouveau légitimer le fait que l'entreprise a des impacts et elle doit en tenir compte. Et le salarié, il a intérêt à, je veux dire, qui veut agir là-dessus, il a un moyen de le faire. Voilà, au moins, il y a un angle d'attaque qui est pas, comment dirais-je, qui est pas attaquable, entre guillemets. Voilà, c'est un principe, comme les principes républicains, quoi. Je pense que dans les périodes un peu où on ne sait pas très bien est-ce que je peux intervenir là-dessus, c'est toujours bon de se raccrocher à un principe. Voilà, donc, après, il y a des lois qui donnent des leviers d'action, mais même lorsqu'on a, je veux dire, la loi Sympa 2 crée les dispositifs d'alerte, il
n'y a pas non plus pléthore d'entreprises qui a mis en place un dispositif structuré, accessible, sécurisé pour les salariés, voilà, où l'enjeu, finalement, la prise de conscience à la fois des impacts lorsqu'il y a des impacts environnementaux ou des impacts financiers lorsqu'on a des délits de corruption, etc., le coût du silence est souvent beaucoup plus fort que le coût de la parole. Donc, et ça, il y a aussi, ça, on n'a pas de statistiques sur quelle est la prise de conscience, où en est la prise de conscience patronale de la volonté d'être clean de faire évoluer les entreprises là-dessus. Je pense que on a quand même une prise de conscience que ce sont des enjeux qui sont de plus en plus regardés par les salariés, même en période de crise économique, etc., et que l'entreprise ne peut pas ne rien faire. Donc après, elle va faire ce qu'elle sent, soit ce qui est de l'ordre on va dire, du maquillage ou du cosmétique, quoi. On essaye de masquer les imperfections en montrant la petite chose vertueuse qu'on a fait. Hein, on crée une fondation, on crée des choses comme ça, donc on contingente finalement ce qu'on veut bien dépenser sur des questions vertueuses, mais je pense que c'est des choses qui ne peuvent pas durer, voilà, éternellement. Voilà. À un moment donné, le roi est nu et on finit par le savoir. Mais c'est vrai que pour pouvoir le savoir, il faut qu'il y ait des gens qui le disent. Voilà. Donc, que ce soit un petit enfant qui arrive dans l'entreprise, c'est pas mal non plus. C'est une image, Erwan. Nicolas Moron voulait prendre la parole. Oui, bonjour. Donc moi, je suis doctorant, Supélec 2018, et je suis à la CGT. Et donc, je voulais revenir sur certains propos, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les entreprises, malgré les lois, c'est quand même la dictature du patron et des actionnaires. Tout simplement parce que l'État ne met pas les moyens pour contrôler l'application des lois. Et donc les syndicats, qui sont l'expression démocratique collective contre des intérêts particuliers, ils peuvent aider à créer un rapport de force contre ceux qui sont intéressés finalement que par le profit et qui polluent, qui surexploitent les ressources et qui mettent notre santé en danger. Car bien souvent, les dégâts environnementaux, ils ont aussi des conséquences sanitaires. Un exemple, c'est celui du chlordécone, un insecticide utilisé en Guadeloupe et Martinique, dans les bananeraies jusque dans les années 90, où maintenant les sols sont pollués pour des décennies, et il y a des ouvriers agricoles qui en sont morts. Et ce sont les ouvriers agricoles qui se sont organisés avec leurs syndicats pour interdire l'utilisation et du coup avoir un impact d'abord pour leur santé, mais aussi environnementaux. Et la question, elle dépasse le cadre syndical. C'est une question politique, du modèle de société. Et voilà, les mouvements collectifs, comme a parlé Erwan, c'est pas que les syndicats. Et parce que les changements, en fait, ils sont plus profonds que des petits gestes ou du greenwashing qu'on peut voir par certaines entreprises ou par maintenant les panneaux solaires, les voitures électriques qui sont devenus totalement des business complètement. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la société capitaliste, de par son organisation, qui nous mène en fait droit dans le mur, et sur les plans sociaux ou écologiques. Et donc voilà, pour moi, c'est ça le problème fondamental, quoi. Oui, c'est l'enjeu du développement des implantations syndicales. Je pense que ça, c'est aussi, c'est aussi, ce que tu évoques, c'est ce qu'Erwan mentionnait tout à l'heure sur le fait que petit à petit, les syndicats trouvent des intérêts mutuels à travailler avec des réseaux associatifs, d'autres formes de militance, hein, où on va essayer de croiser un peu les expertises.
C'est pas toujours évident, hein, il faut du temps pour s'apprivoiser quand on n'a pas les mêmes méthodes d'intervention, hein, dans la société. Donc je vois en 2019, suite au démarrage du mouvement des Gilets jaunes, la CFDT, avec la Fondation Nicolas Hulot, on a porté l'idée du pacte du pouvoir de vivre avec un certain nombre d'associations, d'ONG, etc. Ça n'a rien d'évident. Pour y arriver, il faut de la ténacité là aussi pour se dire qu'on va trouver une utilité à travailler ensemble au-delà de l'affichage, parce que ça peut être aussi que de l'affichage, quoi. On peut faire aussi dans le monde syndical ou dans le monde associatif notre propre greenwashing pour essayer de masquer finalement les difficultés à travailler ensemble. Alors ça, ce serait la vision pessimiste de l'acteur. On peut voir aussi que petit à petit, à l'échelle des territoires, on arrive à travailler en réseau d'acteurs, en réseau associatif ou syndicaux. Moi, par exemple, dans ma commune, qui n'est pas très loin de Saclay, on anime tous les ans ou tous les 2 ans un festival des solidarités. Donc, c'est très facile de mobiliser les acteurs sociaux qui sont associatifs, ONG, qui sont déjà sur le territoire. J'ai un mal fou à faire venir dans ce truc-là des sections syndicales, par exemple, qui ont dit voilà, le territoire, etc. Donc, il y a encore il y a de la méfiance à travailler ensemble. Il y a aussi, on va dire, on va dire la classe politique ou certaines classes politiques qui disent les syndicats, c'est dans les entreprises, les associations, c'est à l'extérieur, et on ne veut pas que vous travailliez ensemble. Il y a aussi le sentiment d'une menace parfois. Donc, à la fois, c'est long à construire. C'est long à construire quand on essaye d'avoir une vision un peu sociétale, un peu large. On peut trouver des coalitions assez larges sur des objets bien identifiés. On a tous été dans la rue au lancement de MeToo, par exemple. C'est plus compliqué de mettre du monde dans la rue autour de la table sur des réflexions où on n'a que chacun qu'un petit bout de la vision de la problématique. Ça, voilà. C'est aussi un enjeu culturel ou éducatif de se dire qu'on n'a pas soi-même toutes les solutions. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que à la CTI, on a essayé de pousser, je reprends un petit peu le fait que les écoles d'ingénieurs, elles sortent aussi de leur tour d'ivoire et que là où c'est possible, on puisse travailler entre étudiants ingénieurs, étudiants en école de médecine ou autre. Voilà, il y a un intérêt, je pense, si on veut consolider notre société, à faire en sorte que on favorise ce type de dialogue et d'approche de la complexité. Parce que c'est dans cette richesse-là qu'on trouvera les moyens de contrecarrer, même si on n'a pas les mêmes forces, les mêmes capitaux, entre guillemets, quels qu'ils soient, de contrecarrer certains mouvements de fond qui sont quand même extrêmement puissants. Alors, il y a une question de Laurence Pégorier, là. Je ne sais pas si tu veux poser ta question, peut-être, Laurence? Oui ou non. Enfin, moi, je travaille aux relations partenariales dans l'école et je me pose la question, comment vous percevez l'influence que les élèves ont à manifester fortement une sensibilité à la transition écologique, au fait que les entreprises, d'aller vers des entreprises vertueuses et peut-être bouder des entreprises qui sont dans des secteurs trop polluants, trop carbonés ou qui se comportent mal. Je ne me rends pas compte de la réalité du mouvement entre l'enthousiasme des élèves tant qu'ils sont élèves et après quand ils sont sur le milieu du travail. Mais je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, moi j'ai vu une différence très claire et très nette entre ma sortie d'études en 2014 et des forums de recrutement en 2018-19, où on a vraiment on a senti l'impact de tous ces mouvements étudiants qui allaient bouder certaines entreprises. Donc, il y a un impact, c'est perçu comme une vraie menace quelque part, et c'est très bien parce que ces entreprises, du coup, se transforment et derrière,
derrière, pour rebondir un peu sur ce que disait Nicolas à l'instant, l'actionnariat aussi. Aujourd'hui, enfin, il suffit de voir les pertes de tous les pétroliers sur l'année dernière qui sont dues en partie à une économie qui est un peu à l'arrêt, mais aussi globalement, on sent que c'est plus tendance et donc l'actionnariat il suit aussi. Donc il y a cet impact-là et c'est très bien parce que à nouveau on est encore dans du dilemme du prisonnier, tout le monde se regarde et en fait dès que les gens, le collectif, que ce soit des salariés, des actionnaires ou des entreprises se décident à bouger, et ben, tout le monde suit. Donc ça c'est un impact réel. Maintenant, je pondérerai d'un point, c'est que typiquement, la question, c'est pas de savoir aussi si on fait une transition écologique avec Total. Là, on peut pas faire une transition écologique sans Total. En fait, derrière, c'est des tas de gens, c'est des tas de, c'est toute une infrastructure qui doit être transformée et pas simplement boudée. On ne peut pas ignorer le problème et espérer que les choses se transforment. En fait, à un moment ou à un autre, il faut aussi aller dans ces entreprises-là et les transformer. Et je pense que les deux vont ensemble. Je pense même que c'est ça le plus impactant, c'est aussi d'y aller et de les transformer. D'autant plus, c'est d'autant plus facile que quand on a qu'on est dans l'ère du temps et qu'il y a un soutien derrière médiatique aidé par une pression extérieure. Mais voilà, faut transformer ces entreprises et c'est clairement notre but. Dans le même temps, quand on regarde les classements, on va dire, des entreprises préférées des Français ou des jeunes, on va toujours trouver pour l'instant les mêmes. Il n'y a pas encore de changement qui apparaît dans ce type de classement, quoi. Donc, comme on dit syndicalement, c'est par le fond que bout la marmite. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément perceptible à la surface. Et je pense que vu les grandes masses démographiques qui sont en jeu, il n'y a pas non plus encore une menace extrêmement forte qui pèse sur les entreprises de ne plus être en capacité de recruter. Mais je pense que les discours sont, enfin en tout cas les discours sont là pour attirer l'attention. Et donc, je pense que petit à petit, ce serait intéressant de regarder sur 10 ans comment soit les offres d'emploi, soit le marketing des entreprises a évolué. Et puis, se dire aussi, plutôt regarder pourquoi des jeunes embauchés quittent assez rapidement leurs entreprises. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça rejoint la qualité du travail, la qualité du parcours qui est proposé, la façon dont justement on peut aborder ces enjeux ou pas. Ça, c'est des études qui seraient très intéressantes à mener, mais c'est toujours compliqué d'interviewer uniquement que les gens qui sont sortis, quoi. Quand ils sont sortis, quoi. Voilà, du point de vue syndical, si je me place du point de vue d'acteur syndical. Je voulais évoquer, mais c'est un peu le fait qu'il y a dans le chat, on évoque le cabinet Syndex avec lequel la CFDT travaille. Et ça rejoint une question qui était posée au début sur l'arbitrage entre fermer une entreprise ou la laisser vivre parce qu'il y a des salariés. Fermer l'entreprise parce qu'elle est nocive ou la laisser vivre parce qu'il y a du monde dedans. On essaye de travailler à des contrats de conversion écologique sur des sites. C'est-à-dire qu'en passant par d'abord une revue des capacités qu'ont les acteurs leur portefeuille, on va dire, de compétences. Quelles sont les compétences qui sont détenues sur un site industriel ou un territoire et quelles sont les activités de demain qui peuvent être mises en œuvre avec ce type de compétences pour reconvertir un site comme celui de Fos-sur-Mer ou bien c'est des travaux qui ont pu être un peu faits du côté de la sidérurgie lorraine. C'est-à-dire c'est une approche aussi en repartant finalement des ressources qui existent dans le territoire
C'est pas des ressources minières, mais c'est des ressources, voilà. Et en allant exploiter ces ressources-là plutôt que qu'en les mettant sur le côté, quoi, comme c'est souvent le cas. Donc, il y a en ce moment, avec la crise, des choses qui essayent de se jouer à travers un dispositif qu'on appelle transition collective avec des financements pour regarder comment les activités qui s'arrêtent du fait de la crise et qui vont peut-être s'arrêter durablement, eh bien, on ne reste pas dans une fatalité, mais on regarde collectivement ce que l'on peut en faire et ce que l'on peut faire avec les ressources, les capacités des personnes à rebondir. Voilà. C'est aussi des choses qui sont intéressantes que la crise apporte, nous oblige à avoir des réponses, et peut-être que c'est des réponses qui vont être durables pour que demain, on puisse plus facilement transformer les entreprises sans craindre une casse trop forte de l'emploi, parce qu'on sait qu'il y a aussi des gisements d'emplois. On l'a dit, il y a même un mouvement là, en ce moment sur 1 million d'emplois pour tous, un truc comme ça, sur l'emploi vert. Voilà, il y a des choses assez concrètes. Une question que je me posais pour Erwan par rapport à des syndicats assez naissants comme le sien, c'était finalement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans ces syndicats dans une entreprise par rapport au pourcentage d'employés, il n'y a même pas peut-être 1%, peut-être, je me demandais, est-ce que c'est encore d'actualité le pouvoir de la grève ou, par rapport à des gros syndicats qui, eux, peuvent vraiment faire pression sur l'employeur en leur disant attention, sinon on ne va plus travailler. Est-ce que pour vous, vous avez encore ce levier-là? Est-ce que ça s'aborde complètement différemment que les anciens syndicats ou pas? Les leviers, ils vont être dans apporter des changements structurants à terme dans l'entreprise, c'est-à-dire de fond, et en gros l'inscrire, quoi. Donc on a réussi quand on a signé un accord. La grève là-dedans, c'est juste un moyen comme un autre de signer l'accord, mais il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Non, c'est pas l'objectif en lui-même, c'était juste que vous perdiez quand même un levier intéressant pour montrer que vous avez du poids dans l'entreprise et que l'employeur doit vous écouter un peu aussi, quoi. En fait, je pense que Printemps écologique n'aurait pas existé il y a 5 ou 6 ans parce qu'à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas du tout été entendu. Aujourd'hui, même étant une poignée d'adhérents dans une entreprise, en fait, c'est une poignée d'adhérents qui porte un message qui est un message sociétal partagé partout, que on est en train de vivre un bousculement de modèles. Et ça, c'est un message qui est écouté, même s'il y a juste 2, 3, 4 personnes, parce que ces entreprises-là se posent des questions sur comment faire sa transition vers ce modèle. Et ce modèle, c'est qu'on passe d'une société ou d'une économie, d'un fonctionnement économique en ressources illimitées, production, croissance, à un modèle sous contrainte avec des ressources limitées et derrière, toute l'idée même de qu'est-ce que c'est quelque chose qui a de la valeur qui change. Est-ce que le travail demain, ça doit être juste produire toujours plus? Non, on sait déjà aujourd'hui que ce n'est pas pérenne, ce n'est pas durable. Et donc, il faut transitionner ces entreprises-là. Et en fait, qu'il y ait des salariés dans les entreprises qui pensent et affirment tout haut vouloir préparer, anticiper un modèle qui ne soit plus juste un modèle complètement productiviste, ça, c'est très intéressant, en fait. Que toutes les entreprises écoutent ou pas, ça dépend, c'est du cas par cas. Il y en a qui vont être plus réceptifs que d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui ne sauront pas faire cette transition-là en s'appuyant sur les salariés en interne, qui sont partie prenante, hein, qui ont intérêt à ce que l'entreprise se transforme, ces entreprises-là, elles ne survivront pas, en fait. Et donc, faut faire tout le maximum pour que justement un maximum transitionne. Ok, merci pour cette réponse très intéressante. Juste une dernière question avant de clôturer cette conférence. En quoi pensez-vous que va être l'impact du télétravail qui devient émergent dans le monde de l'entreprise pour les syndicats? Eh bien, à la fois, c'est un bon sujet de négociation. Donc, ça donne du travail et ça légitime d'une certaine manière, hein, parce que l'employeur, pour l'instant, avec
dans le cadre des ordonnances Macron, il n'a pas l'obligation de négocier. Donc, il y a un aspect, on peut voir ta question sous l'angle, est-ce que ça donne du boulot à l'acteur syndical? Donc, chaque fois que ça nous donne du boulot, on peut se dire que c'est bien, parce que ça nous légitime. Un deuxième aspect, c'est qu'auparavant, moi j'étais déjà au niveau national à CFDT en 2005 quand on a dû négocier en France la transposition d'un accord européen. Parce qu'en fait, c'est au niveau européen qu'on a négocié pour la première fois autour des questions de télétravail, et les acteurs français ont été quasiment le dernier pays européen à faire le job. On avait 3 ans, on a dû négocier, je pense, le dernier mois avant la fin des 3 ans. Tout ça pour dire que ça a été un sujet qui a été vu avec beaucoup de précautions par les acteurs. Et à l'époque, on avait une vision, ça va concerner quelques individus et ils vont être en gros à 100% en télétravail. On va d'ailleurs les appeler des télétravailleurs, quoi. Voilà. Donc, on avait une vision qui était assez limitée et qui se gérait finalement dans juste le lien entre le manager et le télétravailleur. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus collective des enjeux du télétravail sur les organisations de travail, sur la désorganisation ou les possibilités de qualité de vie. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites à la fois dans la période de confinement, mais auparavant aussi sur les premières expériences. Donc, on a aujourd'hui à la fois beaucoup de recul sur les travers, sur le fait que aussi pour les acteurs syndicaux, ça crée à la fois des difficultés de voir les gens, mais aussi que l'usage des outils numériques donne de nouvelles facilités. Donc, y compris pour notre vie syndicale à nous. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant, qu'on peut faire aujourd'hui parce que le numérique existe, parce qu'on fait de la visio, parce qu'on est beaucoup plus connecté. Donc, donc après, je pense que on est aussi plus à même de voir quel type d'activité bénéficie du fait qu'on travaille ensemble, en proximité charnelle, on va dire, physique, et quel type d'activité, pour quel type d'activité la distance ou le fait de pouvoir travailler dans des conditions de réflexion suffisantes est bénéfique. Donc, on développe un peu l'acuité sur ces questions-là. On a vu très, très rapidement, aujourd'hui, par exemple, face à la crise, un certain nombre d'entreprises ont dit, nous, on ne rouvrira pas d'ici 1 an. Donc, on a des salariés en France qui sont en télétravail imposé depuis quasiment 1 an. Donc, et pour lesquels la situation est quand même pas extrêmement facile, surtout lorsque ça n'a pas été un choix. Donc, on en discutait encore ce matin, quoi. Je crois qu'on a perdu la connexion. Sont extrêmement limités. Donc, nous, ce qu'on promeut, c'est la possibilité de télétravailler pour les volontaires, je veux dire, en régime normal, qu'il n'y ait pas de discrimination, c'est-à-dire que les activités qui sont télétravaillables soient connues de tous. C'est-à-dire que ce ne soit pas, comme on peut le vivre sur certaines choses, c'est pas un hocher, un bon point que je donne à tel salarié parce qu'il a bien travaillé. Donc, il y a une question d'égalité de traitement à travers la possibilité pour les uns ou pour les autres de télétravailler. Une dimension aussi qui est intéressante, si on place d'un point de vue un peu sociétal, c'est que ça peut donner du temps de vie sociétale pour les franciliens notamment qui passent 1h30 dans les transports le matin et le soir. On voit bien que ça permet, quand on est parent d'enfants qui sont à l'école, d'avoir une relation à l'école et à son enfant qui n'est pas la même. Et donc, il y a une question aussi de réintégration dans l'entreprise des enjeux de la société. L'entreprise a eu tendance à s'extraire un peu des contraintes de la société en tirant que les bénéfices. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut qu'elle prenne en compte que les salariés sont aussi des citoyens, sont aussi des gens qui ont envie de s'enrichir culturellement, qu'ils ont une vie familiale, une vie personnelle, et qu'il n'y a pas que la vie professionnelle. Donc, je pense que là aussi, petit à petit, on arrive je dirais par le haut, au niveau le plus haut, on arrive à discuter de ces choses-là. On peut y arriver au niveau de l'entreprise, je pense dans la proximité.
on a encore un grand nombre d'entreprises qui ont du mal quand même à poser ces enjeux-là dans un dialogue, dans un vrai dialogue, quoi. Aujourd'hui, on a encore eu le patron des patrons qui a dit le pouvoir de décision dans l'entreprise, c'est moi. C'est les maîtres des forges du 19e siècle. Hein, alors que quand même, on est plus au 19e siècle, quoi. Je veux dire, donc, la question de la démocratie dans l'entreprise, elle a encore du mal à être, je veux dire, on est quand même, je vais dire des bêtises, on est 50 ans après mai 68, hein, la création du fait syndical dans l'entreprise. Bon, il y a encore, je veux dire, aujourd'hui, on a encore des collègues syndiqués qui vivent des vraies oppressions, hein, des vraies discriminations par le fait même qu'ils sont syndiqués. La question de la démocratie dans l'entreprise et des dispositifs d'expression individuelle de tous les salariés, c'est 40 ans. Je veux dire, c'est des trucs, des intuitions des années 80 qui n'ont pas trouvé vraiment, pour l'instant, leur traduction. Donc, on a encore des beaux challenges pour faire vivre cette démocratie et réintégrer finalement l'entreprise dans la société. D'accord. Si Erwan, tu voulais intervenir rapidement, très rapidement. Je vois qu'il nous reste 20 secondes. 20 secondes, ouais. Je conclurai en inversant la dernière phrase. Il y a une grande partie aussi de l'enjeu qui est aujourd'hui non seulement de réintégrer l'entreprise dans la société, mais en fait d'intégrer la société dans les entreprises et que ça soit un espace Oui, toi, tu as raison. impact, un espace d'impact, un espace d'action et pas simplement un lieu déconnecté qui est déconnecté de nos valeurs personnelles et de notre vie. La vie s'arrêterait aux portes de l'entreprise, en fait. Donc, voilà. L'entreprise, l'entreprise, en tout cas, du XXIe siècle, tel qu'on peut la voir, c'est aussi le lieu, parce qu'on l'a flouté la barrière avec le reste de la société, où on doit ramener tous ces enjeux de société, et c'est par là qu'on prendra le problème. Merci beaucoup. Et ben, je laisse Fabien conclure la conférence. Parce que pour pas que j'oublie quoi que ce soit, je préfère. Merci à Laurent Mailleux et à Erwan Panier pour cette conférence très riche. On a abordé pas mal de sujets. Je pense que les questions étaient aussi assez variées. Là, dans le chat, il y a eu pas mal d'échanges. Voilà, écoutez, on a enregistré la conférence, donc on la mettra à disposition à l'école de ceux et celles qui n'ont pas pu y assister. Et puis voilà, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.